4,5 milliards, c'est le prix global de l'audiovisuel public. Pour financer Angot, Ruquier, Nagui ou autre Cohen, nous sommes taxés de 138 € par an. 138 €, c'est le prix de la redevance audiovisuelle qui sera, dès l'an prochain, payé par tous les Français, y compris ceux qui n'ont pas de télévision. Nous payons 138 €, je paie 138 €, alors que Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, ne veut pas de moi puisque je suis mâle, blanc et de plus de 50 ans. Moralité, elle veut bien de notre argent, mais elle ne veut pas de nos gueules. Alors si nous faisions ensemble un énorme bras d'honneur à tout cela en prenant une décision simple, consacrer notre argent à nos idées. Aujourd'hui est Aude de Queyros. Bonjour Aude de Queyros. Bonjour. Vous êtes artiste, peintre, essayiste, graveur, mais aussi critique d'art. Vous prenez part depuis de très nombreuses années, par vos écrits, par vos actions, au débat sur l'art contemporain, donnant un point de vue d'artiste qu'on pourrait dire indépendant. Et vous êtes venu présenter et soutenir finalement un ouvrage intitulé « L'ABC de l'art contemporain », mais il n'est pas signé de vous, il est signé de Nicole Esterol. Alors ma première question, eh bien, elle va de soi. Pourquoi n'est-ce pas Nicole Esterol qui est assise aujourd'hui en face de moi et non son interprète ou son ambassadeur aussi, fût-il de si grande qualité que vous? Tout simplement parce que Nicole Esterol se veut un personnage caché. Et elle a raison, parce que c'est très difficile de faire une critique libre, sans retenue, ce qu'elle fait, et avec un langage extrêmement célinien, très fort, avec des expressions qui l'emporte-pièce et qui est réjouissant même, parce que sinon, vous avez soit des sanctions, soit des pressions, soit vous fâchez des amis, soit beaucoup de choses qui font que vous n'avez pas cette liberté de parole. Et je pense que c'est un grand renoncement, vous savez, de sa part, parce qu'elle n'a pas droit à la télévision, elle n'a pas le droit à la radio, elle n'a droit à rien. Or, si vous voulez, pour faire connaître une œuvre, un livre, il faut passer par les médias. Donc, elle s'interdit ça. Cela dit, ça n'a aucune importance, car tout le monde lit Nicole Esterol, tous les artistes la connaissent, et reçoivent sa chronique qui est presque quotidienne sur Internet, et tout le monde la transmet, la retweet, la diffuse. Et donc tout le monde connaît Nicole Esterol, et elle a une liste qui fait que tout le monde est dedans, c'est-à-dire y compris la presse, y compris les galeries, y compris le ministère de la Culture. Si bien que tout ce monde-là sait aussi, que tout le monde sait, ce que raconte Nicole Esterol, qui est vrai, parce que Nicole Esterol est un témoin direct, qu'elle connaît parfaitement dans tous les détails tout ce qui s'est passé depuis beaucoup d'années dans le milieu de l'art, et que je ne connais pas quelqu'un qui puisse connaître plus le milieu de l'art que Nicole Esterol. Je veux bien vous croire, mais c'est vrai que déjà en 2015, elle dénonçait la bouffonnerie de l'art contemporain, mais en fait, quand même, quelle est sa qualité pour s'exprimer dans le milieu de l'art, on aime que ce soit des artistes. Vous êtes une artiste. Oui. Est-ce qu'elle est une artiste? Oui. Est-ce qu'elle est une critique d'art, une galériste? Alors, elle est une artiste et elle a beaucoup écrit, fait de la critique d'art dans la presse. Elle est artiste et critique d'art, si on peut dire. Alors, pourquoi un abécédaire? Pour, je cite, penser les plaies vives, je cite, résultant de 40 années de déconstruction, de burénisation ou de désartification systématique de l'art. Est-ce si grave que cela, docteur, si vous me permettez l'expression? Oui, absolument, parce que 40 années, c'est une date bien précise. Tout a commencé de façon gravissime en 1983, quand le ministère de la Culture est devenu un ministère de la Création. Or, vous savez, des ministères de la Création, il n'y en a pas eu tant que ça. Disons que le système qui s'est organisé en France, c'est-à-dire la création en quelques mois des FRAC, des DRAC, des CNAC, avec un corps de fonctionnaires de 200 fonctionnaires qui travaillent à plein temps pour dire ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas,
pour décider qui aura une subvention et qui ne l'aura pas, qui est dans le bien et qui est dans le mal, qui a derrière elle toute la presse, et qui a derrière elle aussi un petit groupe de collectionneurs, et qui a derrière elle un certain nombre d'associations qu'elle avoine. C'est un peu le système que Staline, en 1934, a créé progressivement, parce que Staline, en 1934, fait ce que va faire le ministère de la Culture. Il le dit, le ministère de la Culture ne le dit pas. Staline dit tous les autres courants d'art qui existent en Russie, où il y avait des académistes, des artistes libres et indépendants, il y avait les constructivistes, il y avait les formalistes, il y avait énormément de courants qui se mangeaient le nez en permanence, mais enfin, en tout cas, ça faisait du mouvement et de encore un peu de liberté, si on peut dire, même si les formalistes et les constructivistes ont été, disons, écartés par Lénine dès 1922, mais ça a été le réalisme socialiste, art officiel de la Russie soviétique. Bon, en 1983, le ministère de la Culture, sans le dire, va adopter comme seul courant légitime l'art contemporain, ce qu'on appelle l'art contemporain et qui est en réalité très strictement l'art conceptuel. Et il va faire moins bien que Staline, il va prendre toutes les directives et les références à New York, sur le marché de New York. Ce qui va mettre le ministère de la Culture dans une situation qui fait qu'aujourd'hui, au bout de 38 ans, il n'y a pas un seul artiste français qui soit dans le top 100 et en tout cas sûrement pas dans le top 10 des artistes dans le monde. Il y a des Américains, des Chinois, des Indiens, des gens du monde entier, mais pas de Français. Donc, le résultat est fabuleux, si vous voulez. Et la deuxième chose, c'est que, malgré tout, notre cher Staline a mis quelques années avant de créer ces inspecteurs des âmes. Il crée ça après la guerre. Non, peut-être un peu avant, vers 1943, quelque chose comme ça. Voilà, donc nous sommes dans un système qui est dirigé, où il n'y a qu'un seul courant reconnu, le courant conceptuel. Oui, mais l'art contemporain, vous dites art conceptuel. Là, on parle de l'art contemporain. Vous allez nous dire s'il y a une différence entre les deux. Et Nicole Destel dit, est-ce que, dès le départ, dès le début de l'ouvrage, elle dit, est-ce si l'art contemporain n'était tout simplement qu'une absence d'art? Mais alors, ça voudrait dire que tout ce qui a été produit par un artiste depuis 1983 est du non-art, un art désodorisé, désacralisé, anesthésié, dématérialisé, totalement éviscéré. Nicole Destel. Oui, elle a raison d'ailleurs. Alors la question est une question beaucoup plus historiquement plus générale, c'est-à-dire que cet art conceptuel va devenir une arme de guerre pour la guerre froide culturelle dès les années 60, va s'imposer complètement dans le monde. Ils ont gagné la guerre culturelle, la guerre froide culturelle dans le domaine des arts plastiques en 1975, et le mot avant-garde qui servait de mot précieux, si vous voulez, avant 1975, s'est transformé en le terme magnifique de art contemporain. Et art contemporain, en fait, c'est un double hold-up sémantique, puisqu'on va dire que quelque chose qui n'est pas de l'art, et je vous dirai pourquoi, et quelque chose qui n'est pas la seule chose, le seul art, la seule expression contemporaine, va être cumulé dans ce mot qui va littéralement, porter un coup terrifiant à tous les autres courants qui sont là, et qui sont encore là d'ailleurs, très vivant et encore visible jusqu'à la fin des années 80. Voilà. Donc, vous voyez, ces années 80, encore dans ces années 80, quand cette spéculation fabuleuse et inouïe qui a eu lieu à ce moment-là existe, tous les courants sont pris en compte. Et si l'art contemporain est le courant le plus cher, ça n'empêche, tous les autres courants sont devenus très chers aussi. Et il faut dire que l'art contemporain n'a gagné vraiment sa vie sans le soutien des systèmes d'influence que dans la spéculation des années 80.
Mais tout ce qui est art contemporain, alors on a l'impression quand même, chez Nicole Estérolle comme chez vous, que ça se résume à Buren ou Kunz. Ça n'est pas que cela. Il y a même des formes nouvelles d'art contemporain. Par exemple, un art populaire, c'est celui du GAF, du graffiti, avec des graffeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou vous considérez que c'est quelque chose qui est de rupture, telle rupture qu'il ne fallait même pas en parler? Non, jusqu'à une époque récente, enfin, dans le courant, je dirais, qui est dans les courants de l'art. Alors, pourquoi art? C'est-à-dire que c'est la forme qui importe, ce n'est pas le discours. Il faut que la forme soit accomplie pour porter le sens. Donc, quand vous êtes dans cette situation, vous êtes dans le domaine de l'art. Le problème du domaine de l'art, c'est que vous avez un grand art, un moyen art, il y a une échelle, malheureusement, qui est très forte. Vous voyez la différence entre quelque chose de raté et quelque chose de convaincant ou de magnifique. Bon. Il y a quand même encore les critères esthétiques. Enfin, les critères esthétiques sont fondamentaux, puisque la forme passe avant le discours. Si vous voulez, c'est un langage en soi, c'est un langage au-delà des mots, et je dirais c'est un autre langage que le langage des mots. Donc, nous sommes là dans le domaine de l'art. Dans le domaine du conceptuel, vous pouvez même faire un tableau conceptuel, vous pouvez faire n'importe quoi de conceptuel, tout peut être conceptuel. Mais ce n'est pas la forme qui compte. Le mot esthétique, enfin, il peut y avoir une esthétique, mais il ne peut pas y avoir de beauté, d'une certaine façon. L'idée de beauté est interdite, sauf si elle est ironique ou comment dire, artificielle, comme le kitsch. Le kitsch est de l'art contemporain parce que c'est véritablement un discours de dérision sur l'art. Par exemple, vous pouvez avoir le kitsch du baroque, le kitsch du classique, le kitsch de tout. Vous pouvez faire du kitsch avec de l'art chinois, avec de l'art de tous les pays du monde. Donc, quand vous utilisez le kitsch, vous avez là une sorte de dissolvant de l'art. Et ça n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, je dirais, l'art officiel international, le global art, est du kitsch. Et il est kitsch parce qu'il est vide, il est kitsch parce qu'il trahit les civilisations et les cultures, il est kitsch parce qu'il est vulgaire, il est kitsch parce qu'il est facile à faire, il est kitsch, etc. Parce qu'on peut le reproduire en 1000 exemplaires, etc. Donc vous voyez, on peut dire aussi que l'art conceptuel a eu des formes dominantes différentes de décennie en décennie. On a eu des décennies où il était assez minimaliste, d'autres décennies, et puis les décennies actuelles qui est totalement kitsch. Et bon, le support n'a pas d'importance. L'œuvre n'existe pas sans le discours. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'un graffeur, aujourd'hui, oui, il y en a absolument. de plus en plus connus, est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qui est de l'art? De l'art. Il y a plusieurs arts qui ne sont pas des arts liés au classicisme. Il y a par exemple l'art brut, il y a aussi le street art, il y a toutes sortes de formes singulières de l'art faites par des gens qui ne sont pas forcément passés par les académies, parce que l'enseignement académique, en tout cas en France, a été interrompu. En dehors des arts classiques, vous avez de multiples expressions, vous avez de multiples courants, et ça s'appelle de l'art. Alors, récemment, l'art contemporain a pris à la marge un certain nombre d'expressions de ce genre, mais à la marge seulement pour pouvoir faire un peu diversion. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de l'art brut, du street art, pour mettre un peu dans les foires, pour faire un peu d'animation, etc. Mais c'est à la marge, et c'est un peu utilitaire. Mais moi, je considère que le street art, l'art brut, c'est de l'art. Ce n'est pas un art classique. Ça n'est pas... mais il y a tous les courants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'art vivant, il est là, il est au-delà du contemporain, il est intemporel, je l'espère. En tout cas, pour le meilleur, il sera intemporel. En quoi cet art conceptuel, on va dire plutôt, peut-être taxé comme vous le faites, vous, d'imposture? Est-ce que c'est une imposture parce qu'il a aussi, par exemple, la volonté, peut-être assez compréhensible finalement, de perdre un peu en identité pour dépasser les frontières? Alors, c'est une imposture pour la raison que je vous ai dite, c'est qu'il n'est pas seul contemporain et il n'est pas de l'art. Ça, on l'a déjà dit. Mais il y a d'autres impostures, c'est qu'il ne dit pas à quoi il sert. Or, il a de multiples usages qui sont absolument essentiels dans le mouvement de globalisation. Et d'ailleurs, on peut se demander si on pourrait s'en passer. Je ne pense pas qu'on puisse se passer d'art contemporain aujourd'hui, parce qu'il est la plateforme de la vie mondaine
disons, une classe hyper riche qui se retrouve qui a un agenda annuel où vous avez la foire, vous avez la FIAC, vous avez la Frise, vous avez Miami, vous avez Shanghai. Tout le monde arrive avec son Boeing, tout le monde passe 3 jours dans les allées de ces foires, les cocktails, les dîners, etc. C'est le moyen fabuleux de rencontrer tout le monde sans prendre rendez-vous et de faire ses affaires, disons, d'une façon facile et simple. Donc là, vous avez le rendez-vous des hyper riches. Qu'est-ce qui pourrait remplacer l'art contemporain? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé. Autrefois, c'était l'opéra, c'était la chasse, mais là, au moins, il y avait quelque chose, je dirais, bon, peut-être... bon, on ne va pas parler des formes passées. Si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que l'art contemporain aujourd'hui, l'art conceptuel, c'est un vrai business. Alors, par ailleurs, c'est un lieu, ce sont des plateformes où se passe du business. Par ailleurs, il y a tout le système de la fabrication monétaire. Parce que, comme je vous disais, l'art contemporain a gagné sa vie et est sorti de la machine de guerre, si vous voulez, dans les années 80. Il est devenu spéculatif dans les années 80. Tout s'est effondré en 90. Tout recommence un peu après. Et là, les collectionneurs se sont dit, cette fois-ci, on ne se fait pas avoir. On va collectionner en réseau et on achète entre nous, on fait monter quelque chose et on ne vend que si un collectionneur achète plus cher notre œuvre. Et de cette façon-là, tout est sécurisé. S'il y a une crise boursière, personne ne vend. Et on forme... à partir, disons, pour des sommes qui sont au-dessus d'1 million de dollars. Aujourd'hui, ça va entre 1 million de dollars et 58 millions, qui est le top des enchères d'un artiste vivant, Jeff Koons, le chien de Jeff Koons. Et là, il y a une sorte de fabrication d'argent de poche, de monnaie. On est passé... Donc, à la fin des années 90, c'était un produit monétaire construit comme un produit monétaire. Et puis, après les années 2010, c'est devenu véritablement, même avant, il faut dire, un produit monétaire, c'est-à-dire que c'est de la fabrication. C'est comme si on battait monnaie. Et on a, au-dessus d'1 million, une sorte de banque, de Fornox, de quelque chose qui est plus fluide que l'or. Très facile à changer de place, très facile on peut se l'acheter, se revendre sans que personne ne soit forcément témoin. On ne passe pas forcément par les salles des ventes, enfin bref. Et c'est un moyen aussi de faire rentrer des gens nouveaux dans le cercle. C'est en ça une imposture, puisque ça ne sert à autre chose que ce que nous pensons. On est bien d'accord quand même que même s'il y a des dérives qui sont celles du temps, la relation entre l'artiste et le financier, ce qu'on pouvait appeler le mécène, n'a pas toujours été très dangereuse. Certainement. Des spéculations, on en connaît d'autres. Vous connaissez celle des tulipes, vous connaissez... Enfin, il y en a eu un certain nombre. Mais, d'une certaine façon, ce qui est très inquiétant, c'est que ça pompe absolument tout l'argent, enfin, disons une très grande quantité d'argent pour des choses qui n'ont aucune valeur et qui n'auront aucune pérennité. Donc, je dirais que l'histoire va les juger, c'est-à-dire que comme il n'en restera rien, on pourra dire que tout cet argent qui est allé que d'un seul côté et qui du coup a affamé les artistes qui ne sont pas dans cette voie, parce que ça, c'est une réalité. En France, 80% des artistes ne sont pas des artistes, entre guillemets, contemporains, pas conceptuels, et il y a une paupérisation des artistes en France qui est quelque chose d'évident. Enfin, l'exil urbain vers l'Ardèche, vers les petits villages perdus en Auvergne ou ailleurs, aujourd'hui, c'est un phénomène de société. Pourquoi ? Parce qu'un artiste français affamé à la fois par le système financier international et le ministère de la Culture en sont là. Alors, quand même, le fait que l'argent n'aille pas à quelque chose de civilisé et qui est une valeur n'est pas, comment dire,
a une importance fantastique sur la civilisation. Il y a aussi bien sûr dans vos ouvrages une mise en cause de l'État, cet appareil d'État dont Nicole Esterol dit qu'il est totalitaire et d'émanation bureaucratico-financier. Avant de se quitter, malheureusement, parce que nous n'avons pas le temps nécessaire de poursuivre pendant des heures, ça pourrait être tout à fait sympathique, vous êtes toujours efforcé de distinguer sémantiquement art contemporain de art tout court. Est-ce qu'il y a toujours une création qui trouve grâce à vos yeux, ou qui existe et qui trouverait grâce aux yeux de tous, finalement? Je le pense. Alors, et comment les trouve-t-on? Où va-t-on? Alors, moi-même, je la cherche et je la trouve, évidemment. Est-ce que vous avez des pistes? À partir du moment où on est dans le domaine de l'art, eh bien, le problème, c'est que pour pouvoir convaincre, il faut qu'il y ait une qualité. Donc, on est obligé de sélectionner les pépites d'or, si on peut dire. Et ça paraît incroyable, mais c'est extrêmement difficile, parce que c'est un art extrêmement caché. Les galeries ferment les unes après les autres en ce moment. Bon, Dieu merci, d'autres possibilités s'ouvrent. Je ne suis pas pessimiste, parce qu'il y a tout un système autre qui est en train de se mettre en place, et je pense qu'on est en train de passer à autre chose. Je suis plutôt optimiste pour l'avenir. Mais évidemment, le seul problème, c'est qu'il faut qu'un historien d'art fasse l'histoire de l'art depuis 40 ans, qu'il fasse la présentation des courants, parce qu'il y en a plusieurs. On ne peut pas regarder le street art comme on regarde l'art brut, on ne peut pas regarder l'art brut comme on regarde l'art académique ou l'art classique, ou la suite de l'art moderne. Enfin, tout ça sont des choses différentes. Donc il faut mettre un peu d'ordre pour que chacun aille vers la tendance qui l'intéresse et qu'il découvre là-dedans le meilleur. Mais Nicole Esterol a fait un travail de mise en ordre, mais qui finalement crée de grands désordres. Elle donne 2500 noms. Alors moi, je regardais les 2500 noms, et de cet ordre-là est né un grand désarroi, en me disant, mais je les trouve où? Où est-ce que je vais? Je vais sur Internet? Est-ce qu'il y a des salons des indépendants? Il y avait ça dans le temps. Est-ce qu'il y a des galeries? Où est-ce que je vais pour trouver du beau? Alors, Nicole n'a pas voulu faire de tri, et elle a montré tous les courants mélangés, etc. Enfin, bon, c'est le choix qu'elle a fait. Christine et moi, nous aimerions faire ce travail de fond, mais qui demande un temps, une énergie fabuleuse. Enfin, on a déjà commencé. C'est de faire ce tri, de montrer chaque artiste, enfin les 10 meilleurs artistes de chaque courant, pour qu'ensuite il puisse y avoir une sorte de montée, d'amélioration. Mais aujourd'hui, c'est très simple. Vous voulez un tableau, cherchez sur Internet. À peu près tous les artistes, presque tous, y sont, ont leur site, ils ont leur adresse Internet. Si un tableau vous plaît, écrivez à l'adresse Internet, votre tableau vous plaît, combien le vendez-vous, et vous l'achetez directement. De toute façon, dites-vous que cet art-là, qui un jour sera visible, je n'ai aucun doute là-dessus, ça ne peut pas être autrement, pour des tas de raisons qu'on n'a pas le temps de dire ici. Mais si vous voyez un tableau que vous aimez, qui vous plaît, qui correspond à ce que vous cherchez, contactez l'artiste par Internet, demandez-lui le prix du tableau, il vous l'enverra par la poste. C'est aussi simple que ça. Est-ce que, au-delà de ces 2500 artistes déjà recensés, sûrement plus bien évidemment, est-ce qu'il existe en France un art dissident? Est-ce que vous êtes un dissident de l'art contemporain? Nicole Esterol et tous les gens. J'entends bien. Il n'y a pas que moi, nous sommes nombreux. Je parle à mon interlocuteur du jour. Est-ce que finalement, il y a un art dissident combattants, c'est-à-dire des personnes qui se refusent aux contraintes du marché spéculatif? Ou est-ce que c'est indissociable, indissociable du noir artiste, on ne peut pas conseiller? La dissidence n'est pas une dissidence esthétique. Comme je vous ai dit, elle ne peut pas l'être. La modernité, c'est la diversité des courants. Donc, on a chacun une famille, et cette diversité des courants simultanés, c'est un fait, depuis à peu près plus d'un siècle, déjà. Déjà avant la guerre de 14, c'était un fait. Donc, c'est ça la modernité, la diversité. Et si vous voulez, à partir de ce... Je ne sais plus la question que vous me posiez. Est-ce qu'il existe un art dissident? Est-ce qu'il y a des dissidents combattants? C'est-à-dire, je suis un artiste dissident combattant. Non, nous ne sommes pas des artistes dissidents esthétiquement, mais nous sommes dissidents dans le sens où nous pensons qu'il y a une supercherie, il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est que l'art contemporain n'est pas de l'art et que c'est le seul qui soit financiarisé et visible. Donc, nous sommes
nous avons analysé ça, nous avons raconté cette histoire, nous avons mis des mots sur les choses, et en ça, nous sommes dissidents. Voilà. C'est pas autre chose que ça, et nous ne sommes pas politiquement dissidents, car malheureusement, la droite, la gauche, le centre et tout le monde est impliqué dans cette histoire d'argent qu'est l'art contemporain. Et donc, ce n'est pas une question politique. Je pense à deux grands industriels français qui font beaucoup pour l'art contemporain, Pinault, Bernard Arnault. Comment les qualifieriez-vous? Bienfaiteurs, mécènes, usurpateurs, supercheries, menteurs, voleurs? J'aimerais pas être à leur place parce que j'aurais des problèmes de conscience graves. Mais bon, ce que je leur reproche essentiellement, c'est que pour des raisons du fait que pour servir leurs affaires, ils ont été dans le sens d'un art global, officiel, qui est véritablement choisi et coté en Amérique. Or, si vous voulez, les Américains ont aidé ont valorisé leurs artistes, qu'ils soient conceptuels ou pas d'ailleurs, parce qu'aux États-Unis, il y a plus de liberté qu'en France, et à peu près, je dirais, dans tous les pays du monde, même en Chine aussi, en Russie aussi, il y a plus de liberté qu'en France. Bon. Dans ce domaine particulier, j'entends. Et ils n'ont, eux, pas du tout fait quoi que ce soit pour les artistes français. S'ils avaient mis quelques artistes français conceptuels au top 10 ou au top 100, pourquoi pas? Après tout, ça aurait honoré la France. Ils ne l'ont pas fait. Et ils ne le font pas. Voilà. Mais ils rencontrent le succès, la Fondation Vuitton les Chinois à Paris. défendent les Chinois, les Russes défendent les Russes, les Américains défendent les Américains, les Allemands, les Anglais, les Anglais. Les Français défendent tout, mais pas eux. Mais ils ont du succès, la Fondation Vuitton à Paris, à Venise. Oui, sans doute. Le public est là. C'est un haut lieu des affaires, oui. Et de la mondanité internationale, bien entendu. Je préférais la mondanité de l'opéra, mais bon. Allez, Nicole Estérolle, c'est le livre que vous êtes venu présenter, ABC de l'art contemporain. Et puis, je demande bien évidemment à nos téléspectateurs de lire et de découvrir les ouvrages de Aude de Queyros dans l'ordre L'art caché, les dissidents de l'art contemporain. Et je crois en 2016, L'imposture de l'art contemporain, une utopie financière. Ça vous permettra d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce simple entretien. Lire aussi, il faut lire Nicole Estérolle, bien sûr. Et il faut lire aussi Christine Surgens, qui a fait un travail tout à fait essentiel dans ce domaine. Voilà, l'art contemporain dont on parle, dont on reparlera. Il y avait aussi d'ailleurs un numéro de l'Incorrect qui était consacré à cet art contemporain. Merci, madame.